Une journée de printemps tout à fait normale il y a 66 millions d'années. Le soleil est haut, quelque part un tricératops broute, quelque part un mosasaure nage, et puis là-haut dans le ciel, un deuxième point apparaît. Il grossit. Beaucoup plus gros. Les dinosaures n'ont plus que 13 secondes. On ne parle pas ici d'une pluie de météorites. On parle d'un astéroïde de 10 à 15 km de diamètre, qui pénètre dans l'atmosphère à environ 20 km par seconde. À titre de comparaison, une balle de fusil est en moyenne 100 fois plus lente. Ce bloc parcourt la distance Hambourg-Munich en environ 50 secondes, en te traversant de part en part, sans ralentir. La reconstruction actuelle de Collins et ses collègues, publiée en 2020 dans Nature Communication, montre un angle d'impact d'environ 60 degrés. D'un point de vue physique, c'est le scénario le plus défavorable imaginable. Plus raide, ce serait grave, plus plat, ce serait grave, mais 60 degrés signifie transfert d'énergie maximale, profondeur maximale, quantité maximale de soufre et de carbonate vaporisé. Et c'est précisément ce mélange qui, dans les mois suivants, va faire chuter le climat mondial. Le lieu de l'impact s'appelle aujourd'hui le Yucatan, la péninsule au Mexique. À l'époque, une mer épicontinentale peu profonde au sol gypseux. On n'aurait pas pu choisir de pire endroit sur toute la surface de la Terre. Si le même astéroïde était arrivé 5 minutes plus tôt ou plus tard, il aurait frappé le Pacifique et n'aurait déclenché qu'un tsunami. Les dinosaures sont morts parce que l'univers a jeté un dé et que le dé est mal tombé. Seconde 0. L'astéroïde s'écrase. Au moment où il touche la surface de l'eau, il file à environ 20 km par seconde. En l'espace de 2 secondes, il a transpercé la colonne d'eau, les sédiments, la croûte terrestre supérieure et ouvert un cratère de 180 km de diamètre. C'est plus grand que la région de la Ruhr. L'énergie libérée est d'environ 72 tératonnes de TNT, soit environ 2 millions de fois plus puissante que la plus grosse bombe à hydrogène jamais testée. Au point d'impact lui-même, il n'y a plus rien à sauver. La masse rocheuse s'évapore instantanément en un plasma de plus de 10 000 degrés Celsius. Mais cette boule de feu de plasma n'est pas ce qui tue les dinosaures de l'autre côté de la planète. Ça viendra plus tard. Quelques secondes après l'impact, une onde de choc traverse l'air et le sol. L'onde de choc se déplace à plus de 1000 km/h. C'est la vitesse du son et plus encore. Tout dans un rayon de 1500 km est réduit en bouillie. Le tricératops, qui broute à 3 océans de là, ne sent rien pour l'instant. Ce qu'il va ressentir arrive à la 3e minute. C'est alors qu'un séisme survient d'une magnitude d'environ 11 selon les standards actuels. La magnitude 11 n'existe pas sur l'échelle de Richter, car notre planète n'en produit plus d'elle-même. Pourtant, c'est ce qui arrive ici. En Amérique du Nord, des côtes entières s'effondrent, des lacs débordent et le sol se liquéfie par endroits. Simultanément, une quantité massive d'éjectas est projetée hors du cratère. De la roche en fusion qui retombe ensuite suivant des trajectoires balistiques. La portée de ces débris atteint 10 à 15 000 km. En clair, cela signifie que les Caraïbes ne sont pas les seuls touchés, l'Asie l'est aussi. Et la friction lors de la rentrée chauffe la haute atmosphère au point d'atteindre partout des températures de four à pain. 10 minutes après l'impact. Le ciel rougeoie. Pas de façon métaphorique, vraiment partout sur Terre. Le rayonnement infrarouge de milliards de débris qui retombent calcine la surface. Les dinosaures qui ne sont pas à l'abri dans une grotte, un terrier ou sous l'eau, commencent à brûler. Et pas lentement, mais comme dans un four réglé au maximum. Alors que l'onde de choc traverse déjà l'Atlantique, quelque chose d'inouï, même géologiquement parlant, se prépare au point d'impact. Un tsunami initial d'environ 1500 mètres de haut. Ce n'est pas une erreur. Un mur d'eau plus haut que le Kilimandjaro s'éloigne du cratère dans toutes les directions.
Il perd de la hauteur en chemin, bien sûr. Mais quand il atteint les côtes nord-américaines des heures plus tard, les vagues font encore entre 100 et 1000 mètres de haut. L'un des sites paléontologiques les plus spectaculaires se trouve dans le Dakota du Nord, à 2000 km du cratère. Le site s'appelle Tanis. En 2019, De Palma et ses collègues y ont déterré des poissons avec de minuscules billes de verre dans les branchies. Ces billes sont des tectites, des gouttes d'éjectas refroidies provenant de Chicxulub. Les poissons les avaient encore inhalées avant de mourir. Cela signifie que nous pouvons dater la mort de ces poissons à quelques minutes après l'impact. Tanis est l'instantané d'une heure à laquelle personne n'était censé survivre. Et ce n'est que la première heure. Parallèlement au tsunami, des incendies se déclarent partout sur la planète. Les tectites qui tombent du ciel sont brûlantes. Chacune d'elles enflamme l'herbe, les feuilles, les aiguilles de pin, les troncs d'arbres morts. En quelques heures seulement, la moitié de l'hémisphère nord est en flammes. Des études du début des années 2020 estiment qu'entre 20 et 70% de toutes les forêts existant à l'époque partent en fumée. Les colonnes de fumée sont si denses et si hautes qu'elles atteignent la stratosphère. Et c'est là que le vrai problème commence. Car aussi violent soit l'impact, aussi brutal soit le tsunami, aussi dévastateur soient les incendies, les dinosaures ne meurent pas à cause de l'impact. Ils meurent de ce que l'impact projette dans le ciel. De la suie fine provenant des incendies mondiaux et un fin brouillard de soufre issu du gypse évaporé du sol du Yucatan se répandent dans toute l'atmosphère en quelques jours. Le soleil devient une tache rougeâtre et pâle. Au bout d'une semaine, il fait noir. Après un mois, il fait si sombre que la photosynthèse s'arrête pratiquement. Les températures sur les continents chutent de 15 à 20 degrés Celsius. Il gèle dans les tropiques. C'est ce qu'on appelle l'hiver nucléaire. Sauf qu'il ne provient pas de bombes atomiques, mais d'un seul astéroïde, placé de manière extrêmement malheureuse. Et cela ne dure pas seulement quelques semaines. Selon des modèles récents, notamment de Senel et ses collègues en 2023, cette phase d'obscurité s'étend sur 1 an et demi à 2 ans. 2 ans sans véritable été. 2 ans sans photosynthèse digne de ce nom. Pour un écosystème, c'est comme si on arrachait les poumons d'un marathonien après le 2e kilomètre. La chaîne alimentaire s'effondre par la base. Les plantes perdent leur lumière, alors les herbivores meurent. Les herbivores meurent, alors les prédateurs meurent. Dans l'océan, le phytoplancton s'effondre et avec lui, tout le cycle de la matière marine. C'est précisément à cet endroit que s'écrit la limite KPG, c'est-à-dire la couche rocheuse que l'on trouve partout dans le monde, dans tout profil à peu près complet et qui clôt une ère géologique entière. Une fine ligne sombre riche en iridium, un élément rare sur Terre, mais commun dans les astéroïdes. Cette ligne est le tombeau d'environ 75% de toutes les espèces vivantes à l'époque. Pas des individus, des espèces. Tous les dinosaures non aviaires, les mosasaures, les plésiosaures, les ammonites, une grande partie des foraminifères. La Terre n'a connu un tel bouleversement radical que 5 fois dans son histoire. Les survivants ont un point commun. Ils sont petits, adaptables et capables de composer avec des conditions merdiques. Les petits mammifères survivent car ils se terrent dans des terriers, ont besoin de peu de nourriture et ne dépendent pas de la photosynthèse quotidienne. Les oiseaux survivent parce que certaines lignées peuvent manger des graines. Les crocodiles survivent car ils peuvent se passer de nourriture pendant des mois et vivent dans des rivières où flottent des charognes. Les tortues survivent pour la même raison. Certains poissons survivent dans les profondeurs de l'océan où les variations de température sont plus atténuées. Le cas des oiseaux est particulièrement intéressant. Tous les oiseaux ne survivent pas. Les énantiornites,
dotés de dents et de griffes, alors groupe dominant, s'éteignent complètement. Ceux qui s'en sont sortis sont presque exclusivement des parents terrestres et granivores des poules et des oies d'aujourd'hui. Une étude de Field et ses collègues de 2018 montre que presque tous les groupes d'oiseaux modernes descendent d'une poignée de minuscules habitants du sol capables de voler qui ont tenu bon dans un monde littéralement sans arbres jusqu'à ce que les forêts se régénèrent. En ce qui concerne les mers, des familles entières d'organismes à coquilles calcaires disparaissent d'un coup dans les boues abyssales, tandis que certains groupes opportunistes, comme certaines diatomées, explosent car ils peuvent vivre de biomasse en décomposition. Ce qui n'a pas survécu, tout ce qui pèse plus de 25 kg et se déplace sur Terre. La limite est étonnamment nette. Ceux qui étaient trop grands n'avaient aucune chance. Ceux dont le métabolisme était trop rapide n'avaient aucune chance. Ceux qui étaient spécialisés, encore moins. Après quelques décennies, l'atmosphère s'éclaircit à nouveau. Le soleil revient. Les premières fougères germent. C'est ce qu'on appelle le pic de fougères, une courte phase où, contre toute attente, les fougères envahissent la planète de manière explosive, car elles supportent mieux la suie et les sols acides que tout le reste. Et dans ces forêts de fougères, de petites créatures poilues s'agitent, chassant la nuit, se cachant dans des terriers, et dont les visages, si l'on regarde de très près, rappellent déjà vaguement le vôtre. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que ton arrière-arrière très lointain grand-père était une petite créature nocturne et furtive de la taille d'un rat, qui a été assez maligne pour s'abriter sous une souche au moment crucial. Les dinosaures ne sont pas morts d'ennui. Ils n'étaient pas dépassés par l'évolution. Ils n'étaient pas trop bêtes. Ils se trouvaient simplement le mauvais jour, sous le mauvais angle, face au mauvais astéroïde. Si Chicxulub avait frappé 5 minutes plus tard, au fin fond du Pacifique, aucun gypse ne se serait évaporé, aucun brouillard de soufre n'aurait éteint le soleil et aucun hiver nucléaire n'aurait pu s'installer. Alors, des animaux de 30 mètres de long parcourraient peut-être encore les forêts de Sibérie et nous n'aurions jamais dépassé la taille d'un rat. Toute l'histoire de l'humanité, chaque cathédrale, chaque fusée, chaque smartphone, ne tient qu'à une seule seconde d'un printemps, il y a 66 millions d'années. À un simple point dans le ciel, qui devenait de plus en plus gros. Et à ces 13 secondes durant lesquelles un tricératops continuait de mâcher paisiblement.